Merci encore d'être avec nous. Donc pour conclure notre journée des 10 heures de l'éthique, je pense qu'on essaiera de faire une grande part aux questions du public, parce que je suis à peu près sûr que vous en avez. J'aimerais juste ouvrir sur... Je pense qu'on va beaucoup aborder la question des différents pourquoi pendant cette discussion. Moi, j'aimerais bien ouvrir avec une question sur les comment. Sur à la fois comment est-ce qu'on réalise un film sur un sujet de cette nature en essayant de transmettre un peu la complexité des situations, les doutes qui peuvent traverser les différents acteurs, et puis comment aussi pour un médecin on peut mener une consultation, donc une rencontre un peu unique avec un patient sous l'œil d'une caméra, sous l'œil d'un tiers qui filme, avec le côté un peu mystérieux qu'il peut y avoir quand on a une caméra en face de soi. J'aimerais bien commencer un peu sur ces comment. Simplement, en Belgique, comme vous l'avez vu, il y a cette loi qui avait 20 ans. J'ai été journaliste à la télévision publique. J'ai eu dans ma carrière à plusieurs reprises l'occasion de suivre des sujets sur des questions de santé, et en particulier sur une histoire qui concernait une fin de vie qui ne s'était pas très bien passée à l'hôpital de la Citadelle. C'était en 2002, c'était pendant que les débats avaient lieu en Belgique sur la question de la fin de vie et de l'euthanasie. Et donc, j'ai pensé que c'était intéressant et important, 20 ans plus tard, de faire un documentaire pour voir comment une population X, c'est totalement arbitraire, dans un pays qui s'est doté d'une telle loi, comment on s'approprie une loi pareille quand on est patient et quand on est soignant. C'était ça, le fil conducteur du film. C'était essayer de voir tout le travail. C'est une loi qui nous met tous au travail. Je pense que ça se sent dans le film. C'est évident que c'est pas une décision qui se prend à la légère. Enfin bon, on va pas revenir sur le film. Mais voilà, donc il y avait une relation de confiance qui existait aussi entre notre équipe et l'hôpital de la Citadelle, et en l'occurrence le docteur Dama, qui savait comment on travaillait. Et ça s'est fait finalement assez simplement. Donc le dispositif est extrêmement simple. Nous étions 4 dans cette petite pièce, dans cette petite salle de consultation. Et la proposition que nous avons faite aux patients était de leur demander: est-ce que là où vous en êtes dans votre vie, est-ce que vous pensez que ça pourrait être un enjeu de transmettre quelque chose de l'endroit singulier où vous en êtes? Et ça a donné le film. Écoutez, moi j'étais un peu inquiet effectivement d'avoir des personnes étrangères dans la consultation, dans un cabinet de consultation qui est quand même quelque chose d'étroit. Et curieusement, dès que la personne entre dans la pièce et que je m'adresse à elle et qu'elle me parle, tout le reste disparaît. Je n'ai plus aucune conscience de la caméra derrière, la caméra devant, les micros qui pendent et les personnes qui sont là. Plus aucune. Et ça me concerne, mais ça concerne aussi les interlocuteurs que j'ai devant moi. Il n'y a pas de parasitage. Ça, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Mais ça s'est passé comme ça. Voilà. Je dois bien vous dire que j'ai participé un jour dans les multiples petites formations que nous avons en milieu hospitalier. Pour préciser mon parcours professionnel, j'étais un réanimateur durant 30 ans, responsable d'un grand service de réanimation où il y avait 3500 admissions par an, 10% de décès, donc 350 décès par an, un décès tous les jours. Donc la mort, c'est quelque chose que, sur le plan professionnel, j'ai abordé quotidiennement, quasi. Mais je voulais rapporter l'expérience curieuse que j'avais eue un jour dans une formation au don d'organes. Vous savez, les organisations qui promeuvent le don d'organes essayent de conscientiser les médecins à entrer en contact avec les familles lorsque les circonstances amènent une personne en mort cérébrale et qui pourrait être un futur donneur d'organes. Il faut donc aborder la question en famille.
Et donc, on avait participé à une formation et j'avais été le médecin cobaye, en quelque sorte, qui devait rencontrer une comédienne et je devais lui annoncer la mort de son fille, la mort de sa petite fille de 6 ans. Je suis entré dans la pièce, j'ai fait entrer la maman et à la minute où la comédienne est entrée pour jouer le rôle de la maman, j'étais dans le rôle de médecin et je n'ai ignoré mais complètement tous les spectateurs qui étaient là et on a fait comme dans la consultation que vous avez vue, et ça a été pour moi une expérience comme si c'était vraiment un jeu de rôle enrichissant en plus, parce que la comédienne était parfaite, évidemment, parfaite. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Paul Do, une seule question. Bonjour et bravo pour ce film. Personnellement, je l'ai trouvé très, très beau. J'aurais une question sur le choix de faire porter le film sur un médecin. Vous auriez pu prendre un autre parti, de suivre plusieurs médecins. Comment... Initialement, c'était ce qui était prévu. Donc cette consultation à l'hôpital, c'est une consultation de seconde ligne. Et nous avions un médecin généraliste qui avait accepté de participer à l'émission. Et d'ailleurs, ce médecin généraliste est dans les séances d'intervision. Il se fait que durant le temps imparti pour le tournage, ça a duré quelques mois, eh bien, ce médecin n'a jamais eu aucun patient en situation qu'on puisse aller à domicile et suivre une situation. Et puis, peu à peu, à travers nos repérages et aussi le tournage, ce qui se passait dans ce cabinet de consultation était tellement puissant, tellement intéressant, que j'ai fini par renoncer à cette première ligne, mais c'est vrai que ça aurait été un tout autre travail. Merci. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont des remarques ou des questions formulées? Oui. N'hésitez pas à vous présenter. Bonjour, je m'appelle Diane, je suis interne en médecine interne avec un DU de soins palliatifs. Donc, il y a eu des débats là, ces derniers temps sur le fait qu'en France, il y a une discussion sur l'élaboration d'une loi sur la fin de vie, à l'image de ce qui peut déjà exister en Belgique ou dans d'autres pays. Il y a même eu un rapport où ils expliquaient ce qui pouvait se faire outre-Atlantique, notamment dans l'Oregon. Une des choses qui est pointée par ce rapport, c'est la possible sous-participation d'un sous-accès aux soins palliatifs et justement du coup la période redoutée de la partie un peu terminale dans ces maladies chroniques qui évoluent vers le décès et donc des souffrances réfractaires de cette période et du coup le non-accès, c'est ce qui est montré d'ailleurs sur une des situations d'un patient français qui dit que l'accès aux soins palliatifs en France, elle n'est pas sûre d'y avoir accès parce qu'il n'y a que 20%. Est-ce qu'en Belgique, c'est le cas également ou est-ce que vous avez l'impression que c'est seulement fourni? Est-ce que vous avez l'impression que l'accès à l'euthanasie peut être par moment un choix par défaut par rapport à un sous-accès aux soins de confort de fin de vie? C'est une question importante, effectivement. Vous savez, les soins palliatifs ont une histoire, la pratique médicale a une histoire et elle évolue tout le temps. Hein. Et nous savons que le mal mourir était un facteur qui était malheureusement important dans les années 60, 70 du siècle passé, là, au moment où le mouvement des soins palliatifs a émergé et au moment où aussi un mouvement citoyen comme les associations pour le droit de mourir dans la dignité, comme on appelle, ou les Dying Societies, qui sont apparues dans les pays anglo-saxons. Ce n'était pas quelque chose qui venait ex nihilo. Il y avait bel et bien un problème du mal à mourir dans nos sociétés occidentales. Et donc, il y a eu deux mouvements parallèles, en quelque sorte, qui se sont créés. Et je souligne le fait que ces deux mouvements, palliatifs et les associations de patients, se sont faits contre, ou en tout cas à côté ou indépendant du corps médical. Hein? Ça, il faut le reconnaître. Et donc, ces deux mouvements qui ont essayé de promouvoir d'autres solutions que la pratique médicale d'alors, ont fait un travail considérable jusqu'alors, mais qui n'est pas fini. Effectivement, il n'est pas terminé.
en France comme en Belgique. La loi sur l'euthanasie permise en Belgique en 2002 s'est associée à une loi sur les droits du patient, similaire à la vôtre de la même époque, de la même année, et la loi sur les soins palliatifs en même temps. Et donc, on a continué à promouvoir à la fois la possibilité d'expression individuelle du malade quand il s'agit pour lui d'avoir une décision qui le concerne pour sa fin de vie, c'est la loi sur l'euthanasie. Et on a fait aussi, on a fait en sorte de promouvoir aussi le rôle du médecin et le devoir du docteur de fournir des soins palliatifs partout où il faut. Et donc, aborder une question d'euthanasie en Belgique ne peut pas se faire indépendamment d'une approche palliative. C'est quelque chose qui va évidemment ensemble. Quand quelqu'un, imaginez bien, quelqu'un qui vient vous trouver parce qu'il se sent mal, parce qu'il est dans une situation dont il ne voit pas d'issue, pas de perspective et qu'il veut être aidé à mourir, la première chose qu'on va faire, c'est lui fournir l'aide pour essayer d'améliorer sa situation, quitte à le faire changer d'avis sur sa demande d'euthanasie, et ce qui arrive souvent d'ailleurs. Il faut bien se rendre compte que sur 10 demandes d'euthanasie ou sur 10 expressions qui mentionnent l'idée d'euthanasie, qui ne sont pas toutes des demandes formelles, mais en tout cas, sur celles aussi qui sont vraiment formelles, elles n'aboutissent pas à une euthanasie, parce qu'évidemment, les choses se passent mieux que ce que le patient imaginait et qu'on lui fournit l'aide adéquate. Une demande d'euthanasie mobilise automatiquement les soignants. Ils sont perturbés par cette demande d'euthanasie. Et le fait d'en parler avec la famille mobilise aussi les proches. Il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser les choses comme ça. C'est automatique, c'est naturel, c'est même logique. Donc, une loi qui admettrait l'euthanasie ne peut faire en sorte que de promouvoir les soins palliatifs. Et c'est effectivement l'expérience belge, des sociétés de soins palliatifs qui étaient vent debout contre la loi au départ, comme en France, comme on le constate ici en France. Elle était vent debout. On ne peut pas imaginer une chose pareille. Mais la pratique a fait que ce nouveau chemin n'a pas diminué l'importance et l'implication des structures palliatives. Au contraire, elle les a mises en avant. Et que, en réalité, lorsqu'on écoute le patient qui fait une demande si particulière, qui nécessite un vrai dialogue entre un praticien et celui-ci, et puis ensuite, ce dialogue, à partir de ce dialogue, englober l'équipe soignante et l'entourage familial, eh bien, ça se fait sur base d'une philosophie palliative, purement palliative, c'est-à-dire reconnaître le patient dans son parcours de santé, dans son histoire personnelle, avec ses propres valeurs, et qui fait que pour lui, il aboutisse à une demande d'être aidé à mourir. Et ça, c'est reconnaître la personne dans son choix individuel comme un interlocuteur valable. C'est bel et bien le contraire du paternalisme médical, c'est bel et bien le fait que le médecin accepte enfin d'être un partenaire de santé et pas celui qui décide à la place d'eux. Et donc, voilà, on peut comprendre que les soins palliatifs soient inquiets d'une pratique qui serait abusive. Et effectivement, historiquement, les soins palliatifs se sont construits contre l'abus médical. Et il est vrai, il faut le reconnaître. Il y avait des pratiques médicales qui étaient abusives, ou alors c'était l'abandon purement et simple, pur et simplement. Bon, et là, les soins palliatifs ont apporté quand même quelque chose, une autre vision, une autre implication, une autre philosophie d'accompagnement. Et l'euthanasie, ce n'est pas la voix du médecin qui vient perturber cette entreprise, cette philosophie palliative, c'est la voix du malade qui est encore reconnue davantage et qui, en fait, cerise sur le gâteau, en quelque sorte, vient compléter les possibilités offertes aux malades de pouvoir, dans certains cas, maîtriser leur faim. Je fais des réponses souvent très longues, il ne faut pas me couper. Hugo, en termes de psychiatrie, je me spécialise en psychiatrie de la personne âgée et ces questions, elles sont intimement liées aussi à la santé mentale. J'avais déjà vu le documentaire une première fois il y a quelques mois lorsqu'il était sorti. Et là, de le revoir, ça réactive une question que je me pose et que je trouve assez terrible.
c'est comment on peut accepter le fait que si ces patients avaient rencontré quelqu'un d'autre, à l'image de la psychologue qui a réussi à redonner espoir au monsieur qui a perdu sa femme en mars, comment est-ce qu'on peut accepter le fait qu'ils seraient peut-être encore en vie aujourd'hui et n'auraient pas fait cette demande d'euthanasie et ne seraient pas morts? Mais il faut bien réaliser qu'il y a des personnes qui... Bon, on ne fait jamais cette démarche à la légère, bien entendu, mais qu'il y a des personnes qui ne vont pas se laisser convaincre. Et je crains que parfois, on adhère à l'idée que si des soins palliatifs sont bien menés, si on diminue la souffrance, eh bien, la demande d'aide à mourir disparaît. Et je crois que c'est faux. Voilà, mais ça c'est ma conviction, et c'est aussi à travers toutes les histoires que j'ai croisées en faisant mon travail. Et c'est, voilà, alors là on touche, est-ce qu'on autorise cette partie infime de la population à accéder, est-ce qu'on accède à leurs demandes malgré tout, mais ça c'est évidemment la revendication, c'est le droit du patient et c'est le droit à disposer de soi-même dans des conditions définies par la loi, bien entendu. Mais je crois que c'est un peu un leurre de croire que si on rencontre la bonne personne, on va renoncer à cette demande. Je n'y crois pas trop. Moi, mon expérience est multiple. Hein. Vous avez des personnes âgées, particulièrement, qui ne voient pas de perspective positive et qui veulent être aidées à mourir. Et le seul fait d'en parler, calme ou diminue cette motivation qu'elles ont d'obtenir quelque chose, et on gagne du temps, et on les accompagne, parfois pendant des années encore. Et à un moment donné, je trouve que c'est le travail du médecin de première ligne, justement, d'accompagner ces personnes âgées qui, parfois, passent par des épisodes de désespoir, on peut le dire, de trouver les moyens de traverser cette période-là, et puis de constater que l'euthanasie, la demande d'euthanasie s'estompe pour revenir ultérieurement. Et on chemine avec la personne, et un jour, peut-être, sans doute, on arrivera à un geste d'euthanasie. C'est une co-construction entre un malade et son médecin. Le médecin doit avoir, bien sûr, un point de vue professionnel. Il doit évidemment avoir quelques petites notions de psychiatrie et de gériatrie. Il doit avoir un petit peu d'expérience, un petit peu de bouteille pour savoir que quelqu'un qui demande euthanasie peut très bien, en changeant quelques éléments de son environnement, peut modifier sa demande. J'ai bien connu un vieux papa qui ne voyait plus pourquoi il voulait vivre. Il venait de perdre son épouse. Il savait qu'il allait la perdre d'ailleurs parce qu'elle était atteinte de maladie d'Alzheimer et que c'était bientôt fini. Il était venu me trouver auparavant pour me dire, une fois que mon épouse sera décédée, je veux aussi partir parce que j'aurais plus aucun sens à continuer. Et je l'ai vu à plusieurs reprises. Pour finir par donner la solution, entre guillemets, à sa famille, de le déplacer de l'endroit où il allait, où il vivait, et l'accepter dans l'appartement de sa fille, dans la maison de sa fille, qui avait un petit appartement au rez-de-chaussée, qu'elle avait pu aménager, a eu le temps de l'aménager, de recueillir son père. Et la demande d'euthanasie a disparu. Il est mort 3 mois plus tard, ceci dit, hein. Ça n'a pas duré longtemps, mais il n'y a pas eu d'euthanasie. Et ce qui compte, ce n'est pas le fait d'avoir ou non eu d'euthanasie, peu importe. Moi, je ne désire pas que les gens soient euthanasiés. J'aimerais bien qu'ils meurent dans de bonnes conditions, quelles qu'elles soient. L'euthanasie est parfois une solution, pas toujours. Et ici, ça n'a pas été la solution. Il est mort dans de bonnes conditions, en fait. Très bien, entouré par les siens, et s'est éteint un jour, gentiment, sans qu'on doive intervenir. Parfait. Parfait. Nous avons rempli notre mission de faire en sorte que les conditions de vie et de fin de vie soient bonnes, ou soient les meilleures possibles. Alors, vous vous posez la question de savoir, ce pauvre vieux monsieur, dans le film, il n'a pas été euthanasié, bien sûr, il n'y a pas de regret à avoir en ce qui le concerne, il n'a pas été euthanasié puisqu'il ne voulait pas l'être, il ne demandait plus. Et s'il avait demandé, s'il était venu
Hein, dans l'hypothèse où il aurait gardé cette volonté d'euthanasie, qu'est-ce que j'aurais appris durant la conversation et la consultation? Que sa femme venait de mourir depuis 3 mois. Qu'est-ce qu'un clinicien fait? Banal, un clinicien de base. Il apprend que la personne est en désir de mourir parce que sa femme est morte il y a 3 mois. Et il attend, évidemment. Il va laisser passer un peu de temps. Il va essayer de le faire voir justement par une psychologue du deuil et il va se donner les moyens pour que les choses on vérifie que la demande persiste, soit vraiment bien réelle et bien authentique et corresponde bien au vrai chemin intérieur du malade qui aboutit à cette demande de fin de vie. Oui, et qu'on ne changera pas malgré tout. Alors là, on va faire ce travail de conviction dont je parle dans le film, ce travail de conviction où enfin, ensemble, on est persuadé l'un l'autre que c'est bien ça qu'il faut faire. Ça prend parfois 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Je voudrais ajouter une petite chose par rapport au film. Chacune des consultations dure en général 45 minutes à 1 heure. Et ça peut peut-être vous donner l'impression que rapidement, on accède à la demande du patient. Mais ça, c'est un choix que nous avons fait pour montrer dans une consultation quels seraient les différents exemples de situations qui sont emblématiques et pédagogiques. Mais il y a toujours, ce qu'on a essayé de montrer dans le film, c'est qu'il y a un vrai travail derrière ça, avec les familles, les patients, leur entourage et les soignants. Et ce que je crois qui est important, c'est qu'il y ait des lieux pour le dire. Une consultation fin de vie comme celle-là, en Belgique, il n'y en a pas beaucoup. C'était ça aussi qui nous intéressait. Mais le fait d'avoir un lieu en dehors de la famille, on peut y aller avec sa famille, mais on va confronter son désir de mort ou son angoisse de mort à des soignants. Et c'est là que je pense qu'il y a une consultation qui fait tiers, et je pense que c'est un enjeu culturel qui est important, d'avoir des lieux qui sortent la mort de l'intimité et qui puissent se penser avec des professionnels. Anne-Sophie, je suis médecin anesthésiste à Lens, donc pas trop loin de la Belgique, et pourtant j'ai l'impression que la culture médicale belge est bien différente de la nôtre, où j'ai quand même l'impression qu'on est encore dans la toute-puissance médicale. Quand je vois le témoignage avec le monsieur qui a un cancer de la prostate et à qui on propose une cystoprostatectomie radicale, et vous l'aidez à faire le choix, je pense que c'est le choix qu'il a fait, d'une prise en charge plus palliative et peut-être d'une euthanasie après ou peut-être pas, mais voilà. Nous, quand on a des consultations comme ça avec les patients, on se heurte d'un côté à une volonté chirurgicale d'opérer parce qu'ils aiment ça. Bon, enfin, je ne sais pas s'il y a des chirurgiens dans la salle, mais voilà. Et aussi à une pression de production où il faut remplir des plages opératoires. Et donc, si on n'a pas d'argument, en gros, si on ne dit pas le VEMS est à temps ou la fraction d'éjection est à temps, on n'arrive pas à récuser, enfin on n'arrive pas, c'est pas à nous de récuser le patient, mais on n'arrive pas à aider le patient. Enfin en gros, il y a quelqu'un qui passe derrière pour remettre en cause tout ça, quoi. Donc voilà, donc je suis très admirative de ça, et je ne sais pas comment vous faites pour y arriver, mais en tout cas je suis très admirative. Bon, ensuite, pour la réalisation de l'acte en tant que tel, est-ce qu'on est obligé de passer par un abord veineux? Parce que bon, en France, pareil, on ne fait pas d'euthanasie, mais on fait des sédations terminales. Et j'ai été régulièrement sollicitée pour poser des abords veineux, soit chez des personnes très âgées, donc qui ont des problèmes d'abord veineux périphériques, et une fois pour un tout petit bébé. Et bref, à chaque fois, c'est l'anesthésiste qui fait mal en faisant la piqûre pour qu'on aide le patient à partir. Et est-ce qu'il y a autre chose que la voie intraveineuse? Voilà. Effectivement, la consultation a permis d'éviter l'intervention chirurgicale qui était abusive. Clairement, dans son cas, il n'y avait aucun espoir d'un post-opératoire correct dans la situation dans laquelle il était. Et donc, il a effectivement décidé de ne pas se faire opérer et d'avoir une prise en charge palliative. Et ce qu'il a eu, il n'a pas du tout été euthanasié, jamais.
mais il est décédé chez lui, je pense, dans une prise en charge palliative. Et j'espère que ça s'est bien passé, je n'en sais rien, j'espère. Je n'ai pas reçu d'injure de la part du confrère. Non. J'ai fait le rapport concernant cette consultation que j'ai envoyé évidemment au médecin traitant et au chirurgien concerné. Je n'ai pas eu de retour de manivelle. Mais c'est vrai que on a un travers en médecine d'assurer des performances. Et donc, effectivement, quand un service, on a 25 cystectomies sur l'année, ben, on est content. Hein. Bon, effectivement, mais il faut que ces 25 cystectomies, elles aient eu des indications tout à fait correctes, avec une information éclairée du patient et un accord de sa part éclairé. Voilà. Bon, ça reste ce que doit être une bonne pratique médicale. Mais j'aime bien d'insister sur le plan théorique, sur une notion, sur un repère intellectuel majeur, qu'on nous cite toujours, hein, c'est l'evidence-based medicine. Hein, nous connaissons tous la médecine basée sur les preuves qui nous a fait faire des progrès majeurs dans notre pratique médicale durant les 50 dernières années, ça c'est évident, c'est clair et net. La médecine basée sur les preuves, c'est quand même le substrat majeur de notre pratique, mais il ne faut pas oublier que ce paradigme de la médecine basée sur les preuves doit aussi être associé à un autre paradigme tout aussi important et qu'il ne faut jamais oublier et sur lequel, en tant que clinicien, vous devez pouvoir vous appuyer pour contrecarrer des abus de vos confrères ou dans des discussions internes multidisciplinaires et ainsi de suite, c'est la préférence-based medicine. C'est quoi? Ben, c'est la médecine basée sur les valeurs du malade, sur ses préférences à lui. Et c'est ça qui est important. Vous devez vous marcher sur deux jambes et pas sur une seule. L'évidence-based medicine, la préférence-based medicine. Il y a un article magnifique dans New England de M. Timothy Quill qui est paru dans les années 90, sur cette notion de préférence-based medicine. C'est la philosophie palliative, en fait. Hein. Bon, évidemment, mais c'est encore un combat à mener, cette philosophie palliative, du respect des valeurs du malade. Et si j'apprends à respecter les valeurs du malade, j'aboutis à l'euthanasie, malheureusement. Bonjour. La deuxième question, oui, la technique. Oui, vous pouvez très bien... la loi en Belgique permet d'administrer des médicaments à dose létale à la demande du patient. La loi n'a pas indiqué la manière dont on devait agir. Hein. Donc ça peut se faire par voie intraveineuse, ça peut se faire par voie orale, ça peut se faire, si on voulait, comme anesthésiste, par voie inhalatoire. Hein. Vous avez l'exemple de M. Kevorkian en Amérique. Dr Kevorkian, anesthésiste, qui faisait des aides médicales à mourir avec du fluotane dans sa camionnette. Vous ne connaissez pas ça? Ben, ça c'est fait. Vous pourriez très bien utiliser un circuit anesthésique pour endormir définitivement des patients. Ça ne se fait pas parce que ce n'est pas pratique. On pourrait. Hein? C'est encore la personne qui s'administre elle-même le gaz. Hein? Le docteur ne fait rien. Pas de souci. Pour la voie orale, la personne boit elle-même. Pas toujours le cas, hein, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas boire et qui sont munis d'une gastrostomie, et c'est encore le docteur qui doit injecter par la gastrostomie. Donc vous avez tous les scénarios possibles. Hein. Voilà, le médecin en Belgique a le devoir, et c'est ça qui, je pense, est une partie essentielle de la loi belge, et je pense que c'est à ça que vous devez réfléchir dans le débat parlementaire qui va avoir lieu. Vous devriez être attentif au fait que la loi doit pouvoir, ou doit pouvoir imposer, pas à tous peut-être pour ceux qui ne veulent pas, mais que le médecin soit présent au moment où le patient prend sa potion ou se fait administrer l'injection intraveineuse. Il est essentiel que le médecin soit là pour accompagner son patient jusqu'au bout et ne pas se contenter d'avoir une prescription comme en Oregon en disant « vous prenez ça quand vous voulez et débrouillez-vous tout seul ». Ça, c'est de l'abandon médical, clairement. Alors ça, je juge ça de manière très sévère. Bon, je comprends que tous les docteurs ne soient pas à l'aise avec l'accompagnement de fin de vie. Je l'admets. Nous sommes
en tant que docteur, tout à fait inégaux en cette matière. Mais laissez ceux qui sont capables d'assumer les accompagnements de fin de vie, capables de pouvoir faire ce geste jusqu'au bout. Parce que ça, je pense que c'est vraiment notre rôle de médecin, de faire en sorte que cet acte soit un véritable dernier acte de soin. La loi belge balise la procédure qui fait en sorte que cet acte soit un acte de soin. Et je le revendique comme tel. La manière dont j'ai vécu les expériences d'euthanasie me donne la force de vous dire en face que c'est un vrai acte de fraternité et de solidarité. Alexis Rayapoulet de l'Espace Éthique, merci et félicitations pour ce film. J'ai une question pour chacun d'entre vous. Pour Monsieur Damas d'abord, parce que vous avez le micro. Dans le film, vous parlez à cette patiente qui vient pour demander, pour des motifs de souffrance morale, une euthanasie, que ce n'est pas raisonnable. Et j'aimerais bien savoir exactement ce que vous mettez derrière le mot raisonnable. Est-ce que vous dites qu'elle n'est pas raisonnable? Est-ce que vous dites que sa demande ne l'est pas? Ou est-ce que vous dites que ce n'est pas raisonnable pour vous d'y répondre? J'aimerais bien un petit peu savoir exactement ce que la justification en fait morale que vous mettez derrière ce mot raisonnable. Et puis pour Madame Lejeune, concernant le film en tant que production, en tant qu'objet, quelle était votre intention avec ce film? Quel était le public que vous ciblez? Parce que je trouve qu'il tombe vraiment à pic pour nous ici en France, et d'ailleurs il y a plusieurs patients français dans votre film par rapport au débat législatif dans lequel on commence à s'engager. Et en même temps, je me demande comment il a été reçu en Belgique, s'il a été visionné, parce qu'il m'apparaît peut-être anachronique pour le public belge, pour qui la loi est passée depuis plus de 20 ans maintenant. Alors, la question est très intéressante. Hein. Elle est magnifique même. Hein. Qu'est-ce que je considère comme raisonnable? La loi dit que vous pouvez faire une euthanasie chez quelqu'un à 3 conditions essentielles. 3. La première, je lis dans le film, hein, que la demande soit volontaire, lucide, sans pression extérieure, et qui résulte cette demande d'une souffrance physique ou psychique constante, inapaisable, insupportable, causée par une maladie grave et incurable. Je n'ai pas de liste de maladies graves et incurables. Il n'y a pas de nomenclature de maladies graves et incurables. Je n'ai pas non plus d'appareil pour mesurer la souffrance constante, insupportable, inapaisable. J'ai en face de moi quelqu'un qui est déterminé et qui fait une démarche volontaire et qui me parle de sa situation. Et avec les outils que j'ai comme docteur, je dois apprécier si effectivement sa situation est bel et bien sans issue, sans possibilité d'amélioration. Je dois me faire une conviction, comme je dis dans le film tout à l'heure, dans la première réponse, que effectivement sa demande est compréhensible, raisonnable et acceptable par moi comme professionnel et selon les critères de la loi. C'est très subjectif. Effectivement. Ça peut être très variable d'une personne à l'autre. Effectivement. C'est pour ça d'ailleurs que le colloque singulier, qui est la base d'abord de la procédure, du début de la procédure, ce colloque singulier, cette rencontre entre 2 personnes qui vont se jauger, se confronter peut-être, durant un certain temps d'ailleurs, parce que ce n'est pas en une seule rencontre qu'on peut parfois se convaincre de quelque chose. Eh bien, ce colloque singulier va devoir s'élargir très vite à au moins un autre confrère, si pas à 2, selon la loi. Si la mort naturelle n'est pas prévisible à brève échéance, il faut l'avis de 2 autres confrères. Donc on sort très vite de ce colloque singulier. La loi impose aussi qu'on doit en discuter avec l'équipe soignante. On doit demander son avis, voir un peu comment les infirmières, les kinés, les aides-soignantes, etc. réagissent à cette demande d'euthanasie. Et puis, on doit aussi en parler avec l'entourage. Même si la loi n'impose pas qu'on en parle avec l'entourage, on doit en parler aux personnes que le patient désigne dans la pratique. Comme dans toute prise en charge palliative,
On ne peut pas imaginer quelqu'un qui meurt seul, isolément, en l'isolant de son milieu familial ou de son entourage affectif. Donc on doit aussi partager cette décision qu'on construit durant une certaine durée avec l'entourage. Pour finir, la décision qui va conduire à l'acte d'euthanasie est une décision socialement partagée. Ça ne concerne pas uniquement le docteur, mais son confrère, l'équipe soignante et l'entourage. Tout le monde doit avoir consenti à cette demande. C'est ça qui fait, je pense, la difficulté de toute cette procédure, parce que ça demande beaucoup de temps et d'implication de la part du docteur. Mais ça qui en fait la grandeur et qui parvient parfois à transformer la vision que chacun a de la mort et qui fait aussi en sorte, et ça c'est, je pense, fondamental, que la procédure concertée, construite sur une certaine durée, donne en réalité un outil de consolation pour ceux qui restent après. On s'est préparé, on a discuté, on s'est dit les choses, on a célébré la personne qui allait partir, on a fait tout ce qu'on pouvait pour elle, jusqu'au jour où on a même accepté le fait de mettre fin à sa vie, à sa demande, et au choix du moment qu'elle a fait elle-même. C'est jamais personne d'autre qui l'a fait. Et cette expérience partagée est une expérience unique, toujours différente, toujours renouvelée, jamais la même, mais qui donne des traces parfois extrêmement importantes pour ceux qui restent. On a cité dans le film une transmission, une sorte de viatique pour ceux qui restent. Moi, je préfère maintenant dire un outil de consolation. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui meurt, c'est toujours quelqu'un qui engendre une séparation définitive. Et donc, ça ne peut pas se faire dans la joie uniquement, ça se fait dans la tristesse majeure. Mais le fait d'accompagner et de célébrer, la joie est là aussi, curieusement. Mais c'est l'expérience palliative réussie, ça. Les services de soins palliatifs vous rapportent des expériences parfois extrêmement riches, extrêmement positives d'une fin de vie accompagnée, bien entourée, où on a une sérénité partagée, un apaisement et une fin qui se passe dans de bonnes conditions. Ça arrive, pas toujours, pas toujours. Les soins palliatifs n'est pas synonyme de réussite, tout le monde dans de bonnes conditions. On a parfois des échecs, on a des circonstances qu'on ne maîtrise pas, on a des événements auxquels on n'avait pas pensé. On n'était pas là au moment où il fallait être là, ça arrive. L'euthanasie est justement le choix du malade qui a fait son chemin déjà personnel vers l'acceptation de la mort, et il va faire en sorte que cette conviction d'une mort opportune qui le concerne, il va faire en sorte de la faire partager à ses proches aussi. Et s'il y réussit, pas toujours, s'il y réussit, eh bien on peut avoir une partage du moment du départ qui est un moment de sérénité partagée. D'où de nouveau encore mon outil de consolation. Mais c'est parfois, souvent réussi et parfois c'est raté. Comme en soins palliatifs, c'est souvent réussi et c'est parfois raté. Pour en revenir à l'histoire de cette dame, je voudrais témoigner du fait qu'avant que le documentaire soit diffusé sur les antennes de la télévision publique, j'ai été lui montrer le film parce que je pense que c'était pour elle que la situation était peut-être la plus difficile à assumer. Et elle m'a expliqué que le soir de sa consultation, quand elle est rentrée chez elle, elle était extrêmement soulagée du refus du médecin d'aller dans sa demande de fin de vie. Et je pense que des consultations comme celle-là, on peut y arriver avec une envie de mourir et puis aussi
repartir en rechoisissant la vie. Mais peut-être un jour va-t-elle finir par obtenir une euthanasie, parce que c'est quelqu'un qui est gravement déprimé, et ça ne se sent pas vraiment à l'image, parce que c'est une dame très coquette, et ça désarçonne un peu. Donc, d'une certaine manière, peut-être que le film, on ne comprend pas toute son histoire et toute la souffrance qu'il y a derrière. Et enfin, pour terminer, par rapport pourquoi ce film et pourquoi l'avoir fait dans un pays qui a une loi qui a 20 ans, ben justement, ça montre qu'il ne suffit pas d'avoir une loi, c'est un énorme travail. Et il était important de rendre compte de ce travail, parce que même s'il y a une loi, il y a encore beaucoup de soignants, beaucoup de médecins notamment, qui refusent de pratiquer l'euthanasie. Aujourd'hui, la loi les oblige, s'ils invoquent des clauses de conscience pour ne pas faire l'euthanasie, ils sont obligés de renvoyer leurs patients chez un médecin qui acceptera de le faire. Mais ça ne va pas de soi. Je crois que ce sont des lois qui changent fondamentalement, culturellement, le rapport à la mort et donc à la vie. Et donc faire un film comme celui-là, 20 ans après le vote d'une loi, avait toute sa pertinence. Le film a très bien marché quand il est sorti sur la télévision publique. Il est sorti en salle, il a fait l'objet de nombreux débats. Et aujourd'hui, c'est un outil de formation dans les facultés de médecine, dans les écoles d'infirmières. C'est étonnant, mais c'est un film qui circule encore, beaucoup. Bonsoir, Majid Belaïd, psychiatre, hôpital de Villévrard. Alors, je souhaitais d'abord remercier la réalisatrice. Vous avez réussi à transmettre la dignité. Vous avez montré des patients dignes, de l'émotion et de l'humanité. Voilà, vraiment un grand merci. Vous m'avez fait pleurer plusieurs fois. Vous avez réussi à me faire pleurer plusieurs fois pendant le film. Et pour le professeur Damas, alors vous démontez la réputation des réanimateurs qui parlent peu à leurs patients. Je disais que vous démontez la réputation des réanimateurs qui parlent peu à leurs patients juste avant de dormir, des anesthésistes. Donc, merci d'avoir participé à ce film-là. On a pu voir comment se passait une consultation. Alors moi, j'ai une question à plusieurs étages, comme les vieilles fusées. Est-ce que vous avez un ratio sur le taux de patients qui font la demande et puis qui arrivent à l'euthanasie, c'est-à-dire pour avoir une idée un petit peu quantitative et puis deuxième question, donc je vais prêcher un petit peu pour ma chapelle, donc par rapport à la psychiatrie, est-ce que vous recevez beaucoup de patients atteints de pathologies psychiatriques qui demandent l'euthanasie? Il y a eu une affaire qui a fait beaucoup de bruit, il y a eu une euthanasie, c'est devenu une affaire en France, d'une jeune patiente en Belgique, alors je ne sais pas si c'est votre hôpital ou ailleurs, mais ça a fait beaucoup parler ici, avec des positions très tranchées comme vous pouvez imaginer. Et donc voilà, ça c'est la deuxième question. Troisième question, c'est l'humain étant ce qu'il est, tout peut devenir un objet transactionnel, relationnel. En psychiatrie, la crise suicidaire, les patients suicidaires font souvent du chantage au suicide. Je voulais savoir si vous, dans votre pratique, vous n'êtes pas retrouvé devant des sujets qui apportent la question de leur mort au sein de leur groupe familial comme quelque chose qui serait de cet ordre-là. C'est-à-dire pour réorganiser un petit peu la vie relationnelle familiale ou un petit peu quelque chose comme d'ordre du chantage, comme on peut le voir en psychiatrie assez souvent dans chantage au suicide. Et la dernière question, c'était vous, en tant que sujet, c'est-à-dire comment vous gérez ça. Parce que vous êtes un peu comme le passeur du Styx, sauf que là, le Styx, c'est la Marne dans une belle journée de printemps. C'est-à-dire comment est-ce que vous faites des supervisions? Est-ce que vous allongez dans le cabinet d'un analyste? Ou qu'est-ce que vous pouvez conseiller
aux futurs médecins qui rendent votre pratique en Belgique, en France ou ailleurs pour vivre, je pense que ce n'est pas facile psychiquement de vivre ces expériences-là. Qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes médecins qui peut-être vont pratiquer ou qui vont pratiquer de cette manière-là dans le futur? Voilà, merci. Quel est le pourcentage d'euthanasie qui aboutissent à un acte d'euthanasie alors que les personnes l'ont demandé? On n'a malheureusement pas de statistiques tout à fait précises. Mon sentiment dans l'expérience que j'en ai, en gros, en discutant avec mes confrères, on arrive plus ou moins au même chiffre. En gros, sur 10 demandes, enfin, sur 10 personnes qui vont mourir et qui évoquent l'idée d'euthanasie, il y en a au moins la moitié qui en fait demandent des soins palliatifs. Ils veulent ne pas souffrir, ils veulent être accompagnés. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Bah, voilà, pas de problème. Sur les 5 qui restent et qui sont sérieuses, je ne parle pas des farfelus ou qui sont vraiment en dehors du cadre légal, il y en a sans doute 2 qui vont aboutir à une euthanasie. Vrai. Moins de la moitié donc des 5 qui ont vraiment fait une demande claire avec toute la procédure, les avis obtenus, la confirmation écrite, l'annonce à la famille qu'un jour on fera ça, etc. Et en fait, ils ne le font pas. Parce que ça les rassure suffisamment de savoir qu'ils peuvent lever le petit doigt en disant « je veux maintenant ». Mais ils ne leveront jamais le petit doigt. Au moins la moitié. Donc ça fait 2 sur 10 en fait qui sont vraiment euthanasiés. Ça veut dire que c'est considérable en fait. Vous avez 2,5% des décès par euthanasie. Il y a 25% des patients qui ont parlé d'euthanasie avant. C'est considérable. Sur 100 décès, vous vous rappelez, il y en a à peu près 30% qui sont de manière relativement rapide et soudaine ou sans qu'on doive se poser la question de savoir est-ce que c'est opératif, est-ce que ceci, est-ce que là. Non. Trauma crânien, infarctus aigu du myocarde, pneumonie aiguë, rupture d'anévrisme, enfin bon, tous ces machins-là qui meurent très vite ou qui meurent en quelques jours ou 1 ou 2 ou 3 semaines de réanimation, on n'a pas eu le temps de se poser la question, malheureusement on ne les a pas tirés d'affaire, ils sont morts. 30%. 70% des autres cas sont des personnes qui effectivement ont des morts dans un décours plus prolongé et prévisible, et donc accompagnables, et donc pour lesquels on peut décider ou discuter d'une prise en charge palliative ou non. Mais sur ces 70%, il y en a encore 20% qui concernent des personnes souvent très âgées et qui s'éteignent comme une vieille bougie sans qu'on doive intervenir. Donc en fait, il y a un cas sur 2 où 50% des décès où on peut discuter. Et vous apercevez donc que sur ces 50%, il y en a 25% qui parlent d'euthanasie. C'est beaucoup. En fait, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Bien. Première question. Deuxième question. Non, ça c'est la dernière, celle-là. Alors, la prise en charge psychiatrique, oui. Alors, j'ai régulièrement des personnes qui viennent pour des souffrances psychiques, oui. Quand ils viennent de France, je leur dis que malheureusement, je ne peux pas les prendre en charge, que ce n'est pas possible. Donc ça, je botte en touche très vite. Quand c'est des personnes venant de Belgique et qui ont vraiment des parcours psychiatriques majeurs, mais je réponds comme pour dans le film, il faut 2 psychiatres qui attestent que, et donc je les renvoie au psychiatre. Et donc ça n'arrive extrêmement rarement d'avoir 2 avis de psychiatre qui considèrent que la personne est dans une situation sans issue. Et en réalité, statistiquement, enfin dans les rapports de la commission d'évaluation et de contrôle euthanasie, vous avez maintenant à peu près presque 3000 décès par an par euthanasie. Ça fait 2,7-2,8%, puisqu'il y a 110 000 morts par an en Belgique. En gros, en France, c'est 560, 570, presque 600 000 morts. Et donc, il y a en réalité sur ces 3000 en gros, en arrondissant à la grosse louche, 30 patients qui sont euthanasiés par an pour des problèmes psychiatriques. 30. Ça va? À cela, vous ajoutez 30 personnes qui ont des maladies par démence comme Alzheimer. Ça fait 60 personnes qui ont des problèmes de cérébro-fonctionnels ou autres, ou dégénératifs.
Donc ça reste extrêmement minoritaire. La jeune fille, maintenant, qui a été euthanasiée, a fait parler beaucoup de l'eau, a fait couler beaucoup d'encre, effectivement. Je n'ai pas du tout été impliqué dans cette procédure-là. C'était une personne d'origine flamande, dans le nord du pays, prise en charge par un centre du côté d'Anvers, si je me souviens bien. C'est une jeune fille pour laquelle on a pointé l'expérience d'un attentat à l'aéroport, et donc il y avait un stress post-traumatique, et donc c'était quand même un peu fort de café d'euthanasier quelqu'un de 24 ans pour un stress post-traumatique. C'est évidemment pas ça, c'est une jeune fille qui a un passé lourd, extrêmement lourd, de dépression profonde, de multiples hospitalisations, de tous les traitements possibles, imaginables, et en plus elle avait été victime malheureusement de l'attentat à Bruxelles. Bon, voilà. Mais c'était quelque chose qui venait s'ajouter à son parcours majeur. Et donc, elle a été acceptée pour euthanasie. Bon, est-ce qu'on a bien fait? J'en sais rien. Mais je ne pense pas que ça a été fait à la légère et qu'on n'a pas pris les précautions pour passer à l'acte pour quelqu'un de cet âge-là. N'oublions pas que malheureusement, les suicides en psychiatrie, ça existe, et que si on compare les 3000 décès par euthanasie en Belgique, il y a encore quasi la même chose de personnes qui meurent par suicide. C'est une pathologie tout à fait autre que celle d'un accompagnement d'une fin de vie médicalement assistée, comme la loi d'euthanasie le présente. Imaginez que grâce à l'euthanasie, on va réduire les suicides, ça c'est illusoire, hein. C'est comme si vous compariez des pommes et des poires. Ce sont des situations pathologiques totalement, et des situations cliniques, dirons-nous, totalement différentes. Et il faut, je pense, en faire une frontière extrêmement étanche. J'ai été réanimateur, comme je vous l'ai dit. J'ai passé une partie de mon activité à tirer d'affaire des patients qui se suicidaient. Je pense que je faisais bien. Et si je devais encore aller chercher des pendus ou des intoxiqués, j'irais le faire encore. Parce que je sais justifier ça. Ce n'est pas du tout un accompagnement de fin de vie dans un parcours co-construit qui aboutit à une euthanasie et qu'on appelle malheureusement suicide assisté en Oregon. Mais l'Oregon n'est pas du tout l'exemple à suivre pour moi. C'est un pis-aller. C'est un progrès peut-être, mais c'est un pis-aller. Alors, troisième question. Alors, oui, ça existe, ça aussi, effectivement, que des personnes viennent faire une demande d'euthanasie pour impressionner la famille. Ça arrive. Mais c'est rare. Enfin, dans ma pratique, c'est rare. Et bon, je dépiste ça assez vite et je ne les suis pas. Je leur dis tout de suite, excusez-moi, vous venez me voir pour une procédure d'euthanasie, je ne suis pas psychiatre. Et donc, comme je dis, je botte en touche rapidement. Donc, voilà. Et alors, comment est-ce que je digère psychiquement tout ce parcours? Je dois bien le dire que... comment répondre à cette question? Je ne suis pas un surhomme, hein, pas du tout, je ne crois pas à ça. Mais je vous ai dit, effectivement, que nous ne sommes pas, en tant que médecins, égaux face aux morts, à la mort. La question de la mort, je l'ai affrontée en tant que réanimateur. J'ai participé par la force des choses aux discussions et réflexions sur l'acharnement, sur l'obstination déraisonnable, sur l'édition d'arrêt de traitement et tous ces machins-là. C'était justement dans ces périodes de débat intenses qui ont vraiment agité le milieu des réanimateurs et des intensivistes, sur laquelle j'ai dû me prononcer, moi-même personnellement, et puis dans le service dans lequel j'étais et duquel j'ai pris la tête à un moment donné. Donc il a fallu... donc j'ai lu, j'ai participé à des colloques, etc. Bon. Une chose qu'il faut admettre, j'ai peur de me lancer dans un truc qui va nous emmener loin, ou bien d'une réponse trop rapide qui serait mal comprise. Mais une décision d'arrêt de traitement en réanimation est une décision de mort programmée. Et la mort programmée, donc, j'ai appris à savoir ce que c'était avant de faire des morts programmées à la demande du patient, que sont des euthanasies.
Et donc les morts programmées que j'ai dû assumer en soins intensifs de par mon activité coutumière pendant 30 ans m'a amené justement à accepter le rôle du médecin d'être capable d'assumer une certaine intention de mort. Oui. Pour vous dire simplement, il est difficile encore à l'heure actuelle de questionner la manière dont les personnes meurent à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a injecté? Quelle quantité? Quand? Ça reste difficile. Même dans le service dans lequel j'étais, quand je venais interroger, et quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Oui, mais l'infirmière n'est plus là, ou le médecin était de garde, il est parti. Oui, moi, je ne me souviens plus. Et ce n'est pas marqué dans les dossiers, hein, ce qu'on a fait. Ce n'est pas marqué. Mais ce qu'on ne peut pas modifier, c'est le jour et l'heure de la mort. C'est objectif, ça. Dans mon service, 80% des décès se faisaient lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 8h du matin à 6h du soir. 80%. 30% du temps. C'est curieux, hein? C'est très curieux. Donc, on ne mourrait pas le week-end, on ne mourrait pas la nuit. Contrairement à ce qui se passe en gériatrie. Hein. En gériatrie, on meurt de manière tout à fait diffuse à travers toute la semaine. Et donc, la plupart du temps, la nuit et le week-end. Puisque la nuit et le week-end, c'est 70% du temps. Hein. On débat, enfin 70% du temps. En réanimation, on ne meurt pas la nuit et le week-end, on meurt la journée pendant les heures ouvrables. Dans mon service, et ce n'est pas une pratique exceptionnelle. Donc nous programmons des morts. Nous avons appris à assumer une intention de mort qui, je pense, est quelque chose qui fait partie de la pratique médicale normale. Et donc, quand je dois assumer une intention de mort, quand il s'agit d'une euthanasie, c'est quelque chose qui m'est possible parce que mon intention de mort que j'assume, elle est subordonnée à l'intention du malade. Elle est accessoire, elle est secondaire. Ce n'est pas moi qui suis l'acteur, je suis le facilitateur, simplement. Et donc, j'ai l'impression de remplir un rôle qui est un rôle... chaque fois que je fais une euthanasie, j'ai la conviction que je fais une bonne action. Je ne suis pas quelqu'un qui est en train de transgresser des choses parce qu'il faut bien que je suis forcé, que je suis manipulé, que je suis instrumentalisé, que ceci, que cela. Effectivement, si j'étais dans la position du médecin qui se sent instrumentalisé, je ne pourrais pas faire cet acte de manière répétée, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas le cas du tout. C'est le résultat d'une co-construction avec un patient. Et c'est lui qui décide, ce n'est pas moi. Et je suis là pour lui faciliter la tâche. C'est ça l'accompagnement médical de fin de vie. Un accompagnement, qu'est-ce que c'est? C'est rester à côté du patient et, quand l'obstacle survient, l'aider à passer l'obstacle. C'est ça l'accompagnement. Et donc, ce que je ressens, moi, dans ce travail d'accompagnement de fin de vie, c'est une immense reconnaissance des patients, une immense reconnaissance des familles, et en réalité, c'est ma pratique la plus gratifiante de toute ma carrière. Merci beaucoup. Je pense qu'on pourrait continuer à échanger pendant 4 heures, mais on a besoin que vous soyez frais pour la rentrée demain. Merci à nouveau. Merci Madame Lejeune, merci Monsieur Damas. Je pense qu'on peut vous applaudir à nouveau. Merci d'avoir été là. Donc on vous souhaite à tous une très bonne soirée, fin d'après-midi, et à demain à l'Espace Éthique pour ceux d'entre vous qui reprennent demain.